Hey, coucou tout le monde, bienvenue donc pour ce troisième jour des Vlogmas. Nous sommes le 3 décembre, moi là il est 8h29 et je vous retrouve donc pour ce troisième jour avec grand plaisir. Une fois de plus, merci à tous ceux qui non seulement regardent les Vlogmas mais aussi se prennent un petit peu le temps de répondre à chaque fois aux questions. Merci beaucoup, ça fait toujours plaisir et je prends aussi moi plaisir à regarder vos réponses. Allez, on commence directement par le petit listing de choses à faire habituel. Donc le calendrier aujourd'hui, donc toujours pareil, le calendrier Dolce Gusto, le classique aujourd'hui. Le classique expresso, voilà, que je suis en train de boire. Et niveau Lindt, on a reçu un petit œuf comme ça. Comme d'habitude, je le mangerai quand on partira dans la thématique du jour. Voilà pour les deux petits calendriers. Donc on passe directement à la question du jour. Donc aujourd'hui, la question c'est quel livre as-tu acheté cette année? Pratiquement, parce que c'est quand même rare, je pense qu'on achète un livre que pour sa couverture, ni pour le titre, ni pour l'auteur, ni voilà, vraiment que pour la couve. Pratiquement que pour sa belle couverture. Alors, je vais me permettre d'un petit peu tricher puisque je vais vous en citer deux. Mais si je vais vous citer les... Attendez, je vais jeter la pastille parce que ça coule. Voilà, si je me suis permis de vous en prendre deux, c'est pour vous montrer que parfois la belle couverture, ce qu'il y a à l'intérieur, voilà, le contenant est aussi beau que le contenu. Et dans l'autre cas, non, c'est pas parce que la couve était belle que que le livre était chouette. Donc voilà, je vais vous montrer ces deux exemples. Celui qui m'a complètement fait craquer pour sa couverture, mais que je n'ai pas aimé. Il s'agit du Sanatorium de Sarah Pierce, voilà, franchement la couve, elle était quand même sublime. Voilà, une très belle couverture. Mais voilà, je ne vais pas en reparler. Vous l'avez vu dans un bilan de lecture, ça n'a pas du tout fait avec moi ce roman. Ça a été une grosse, grosse déception, un énorme ennui de lecture. Donc voilà, une belle couverture ne fait parfois pas tout. Par contre, des fois, ça se match. Voilà, le contenant est à l'image du contenu, c'est-à-dire très très bon, très très beau. Et franchement, j'ai adoré ce roman. C'est vrai que la couve, elle m'avait fait craquer. Moi, il y a tout qui m'a fait craquer. La couve, le titre, la maison d'édition. Bon, l'autrice, je ne la connaissais pas, mais le titre, la couve et la maison d'édition, ça a fait un combo dans ma tête. Et je me suis dit, celui-là, ça va le faire. Et ça l'a fait grave. Voilà, c'était American Predator de Maureen Callahan, donc chez Sonatine. Rappelez-vous l'histoire de ce true crime où on raconte euh, tout ce qui s'est passé autour d'un des derniers serial killers qu'on a attrapé aux États-Unis et dont on avait peu entendu parler, hein, c'est vrai, en France notamment. Et voilà, l'autrice nous en reparle. Et, cette couve, elle était vraiment très sobre, très belle et à la hauteur du roman qui était vraiment, enfin roman, documentaire, je sais pas trop comment les appeler, essais, documentaires, témoignages qui étaient vraiment excellents. Donc voilà pour la question du jour. Et puis comme d'habitude, je vous invite à y répondre vous aussi. Dites-moi quel livre... alors, ce serait bien de répondre à deux choses. Quel livre vous a fait craquer pour sa couverture et si du coup vous l'avez aimé. Voilà, si pareil, si le contenant a été à la portée du contenu. Alors, on continue. Et on va passer donc immédiatement à la lecture du jour. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire par rapport à la lecture aujourd'hui. Premièrement, n'hésitez pas tous les jours à nous rejoindre sur Twitch. Voilà, j'ai fait un beau petit tableau comme ça pour venir lire ensemble. Voilà, tous les horaires que vous avez là. Ce sont des moments où l'on lit ensemble, sauf le vendredi. Le vendredi, c'est plus un live... blabla, bilan de la semaine et surtout participatif. Voilà, si vous voulez vous venir présenter avec moi en vidéo via un programme, vous pouvez venir parler de vos derniers coups de cœur avec moi. Mais sinon, le reste de la semaine, ce sont des read with me, c'est-à-dire qu'on lit ensemble pendant... on lance un chrono, on lit 3 quarts d'heure, on fait une petite pause, on relit 3 quarts d'heure.
Et bah, ça marche vraiment très très bien et surtout bah, les retours des gens, je suis vraiment contente parce que voilà, tout le monde dit que ça, certains ça les a relancés dans la lecture, ça les a remotivés. Et moi honnêtement, je sais pas si c'est grâce à ça, mais j'ai vraiment un rythme de gueudin en ce moment. Et d'ailleurs, grâce à ce rythme, je participe au challenge December, lire un livre par jour. Voilà, je vais tenter, alors je sais pas si j'arriverai à lire 30, mais voilà, je vais tenter d'en lire un par jour, on verra si j'arrive. Je pense qu'il y aura des jours un peu off, donc ce sera pas forcément un livre par jour, mais j'essaye de m'y tenir. Et effectivement, nous sommes le 3 décembre et j'ai fini ma troisième lecture. Enfin, je vous présente ma troisième lecture. Et ben, c'était celui-ci, Rendors-toi, tout va bien. Je vous l'avais dit hein, que je le finirais rapidement parce que, ben voilà, c'était. Non, c'est mon deuxième, je dis n'importe quoi. Le premier, c'était Le Jardin des Ombres, le 1er décembre. Le 2, c'était celui-là. Et là, je suis en train de lire le troisième. J'ai un peu triché, je l'attaquais hier. Donc voilà, lecture très rapide que j'ai effectivement faite hier. J'ai beaucoup, beaucoup aimé parce qu'on part dans ce que j'aime. On part dans du... Le terme n'existe pas, mais au moins vous saurez où on est. Dans du thriller... non, dans du roman noir domestique. Je ne sais pas si vous voyez vers où on va. Donc, du roman noir domestique qui va glisser vers une thématique un petit peu taboue. Je pense que, enfin, moi, dans ma tête, c'est ça. Hein, l'autrice, elle est vraiment partie d'un fait divers. Moi, ça m'a vraiment, vraiment rappelé une histoire que j'avais plus ou moins suivie. Et voilà, l'histoire de ce couple, un jour, voilà, ils sont petite vie tranquille avec leurs deux filles et un jour la police va frapper à leur porte, le papa va être emmené au commissariat pour être interrogée. La maman, on ne la trouve pas, elle s'est enfuie parce qu'elle se doutait qu'il y a un truc allait arriver. Elle s'est enfuie et elle a un accident de voiture. Et donc voilà, on va suivre la montée de l'histoire à travers le témoignage du papa, de la maman, des voisins, de la famille, de la police. Et petit à petit, l'histoire se met en place. Et voilà, moi, alors j'ai mis un peu de temps quand même. Le dernier quart, j'ai compris. J'ai dit, ah ouais, ça y est, ça m'a rappelé l'histoire. J'ai dit, ok, je vois où on va. Et voilà, c'est toujours très intéressant quand on ressort comme ça un fait divers autour d'une thématique très taboue pour peut-être tenter d'expliquer pourquoi certaines personnes font certaines choses. Voilà, c'est toujours très intéressant. Après, le petit truc imaginé, moi, c'est au niveau de l'écriture. Je l'ai trouvé très journalistique, très simplissime, vraiment très linéaire, très limite parfois un peu scolaire, voilà, avec vraiment cet effet journalistique. Quand je l'ai vraiment fermé, déjà qui fait que 200 pages, j'avais vraiment l'impression d'avoir lu un article de journal, mais c'était vraiment fort intéressant, mais j'étais plus dans le tripartite de journal que vraiment un roman dense, intense, profond, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est bien à savoir où peut-être où vous allez, mais honnêtement j'ai quand même passé un excellent moment de lecture parce que bah, tu vois qu'on va glisser vers quelque chose de noir, d'un petit peu tabou, une thématique un peu tabou que certaines personnes ne comprennent peut-être pas. Et voilà, c'est toujours, je répète, très intéressant de quand on soulève un peu comme ça des thématiques un peu tabous pour soulever un peu le débat. Pour moi-même, j'ai pensé à certaines choses. Et voilà, c'était très intéressant et ben, je l'ai dévoré. Après, il fait que 200 pages. Hein. Et donc, ma lecture du jour, ma troisième lecture pour ce troisième jour de décembre. Donc, j'ai donc triché. Je l'ai commencé hier pendant le Read With Me parce il fait quand même 540 pages. Donc, je me suis dit, bon, avance-toi un petit peu. Comme ça, demain, il y en aura moins. Et donc, vous l'avez vu sur la vignette, j'ai attaqué Tepuis de François Baranger. C'est chez Pocket et je suis déjà à la page 160. Je crois que j'en avais lu 100 pages à peu près pendant le Read With Me et 60 après. Donc, je suis déjà à page 160. Donc, je pense que c'est largement faisable de le lire aujourd'hui. Donc, voilà, dans ce roman, un petit peu roman d'aventure, le roman commence où un avion s'est scratché dans un tepuis. Voilà, un tepuis, c'est une espèce de jungle qui se trouve à l'intérieur d'une grande crevasse comme ça. Donc là, notamment au Venezuela. Et donc, on est surtout avec Ruse. Ruse, donc, ben, elle se réveille, elle a attaché un parachute, elle a une grosse amnésie, elle se rappelle de rien. Heureusement, elle a un talkie-walkie et un des passagers qui était avec elle dans l'avion lui dit oui, on a eu un accident d'avion,
ils n'arrivent pas à se retrouver. Lui aussi, il est en parachute pas très loin, donc ils essayent de se retrouver. Et cet homme lui apprend qu'ils étaient venus ici pour tenter de sauver le fiancé de Ruth, qui travaille, donc qui est un scientifique qui travaille pour une société de médicaments et une société pharmaceutique. Et il se passe des trucs chelous dans cette jungle et ils ont voulu essayer de récupérer le fiancé de Ruth et il y a eu et l'avion s'est scratché. Donc voilà, le roman commence plus ou moins comme ça. Voilà, c'est un peu, vous savez, grosse aventure, un peu un mélange de Jules Verne, l'île mystérieuse, avec Tintin sur l'île mystérieuse. Vous voyez, ce genre de truc un peu aventure, un truc un peu chouïa aussi scientifique, parce que ils vont rencontrer des drôles de personnes, et voilà, on sent qu'il se passe des trucs chelous dans ce tepuis. Et voilà, pour l'instant, c'est de la grosse aventure, ça se lit bien, ça passe vite, c'est pas transcendant. Voilà, c'est pas transcendant. Je tourne pas je suis pas en mode page turner. Honnêtement, je suis pas en mode page turner. Je pense que là, il faut attendre. Il y a certaines rencontres qui vont se faire dans le récit. Je pense qu'il faut attendre ce moment-là et ça se met en place. Mais honnêtement, pour l'instant, c'est correct. C'est vraiment ce truc aventure. Toujours l'impression aussi de lire des BD. Je vous en parle souvent de Léo à Débarande. Voilà, tous ces trucs-là. J'ai l'impression de lire ça. C'est pas exceptionnel pour l'instant. Donc on verra, ce sera ma lecture du jour. Moi, il faut quand même que de temps en temps, je sorte du thriller et du roman noir. Donc voilà, ça me fait du bien de partir là pour revenir encore plus avec du plaisir dans le thriller. Donc je sais pas par contre quelle sera mes autres lectures, mais voilà, pour l'instant, ma lecture du jour, ça sera celle-là. Donc j'espère l'avoir fini demain matin et vous en parler et vous montrer ma 4e lecture. Un petit coup de café. Donc voilà, niveau lecture, je vais ouvrir mon petit œuf. Je crois que c'est le moment. Ils sont bons les chocolats Lindt, franchement. Je me régale avec ce calendrier. Avec le café. C'est trop bon. Alors, pour le thème du jour, vous avez trouvé quand je vous avais parlé de cette idée-là, que c'était plutôt sympa. Donc, j'ai ressorti tous mes cahiers de lecture. Donc, pour vous faire un bref résumé, moi, j'ai commencé mon activité ici, blogueuse, booktubeuse, etc. Tout début 2015. Exactement, en fait, en décembre 2014, j'avais ouvert mon ancienne chaîne le 8 décembre 2014. Mais grosso modo, j'ai commencé mon premier carnet de lecture en janvier 2015. Enfin, carnet de lecture. Je répertoriais mes lectures, voilà. Parce qu'avant, avant de connaître Booktube, les blogs, j'étais comme une lectrice lambda. Je notais pas mes lectures. Donc voilà. Mais donc le tout premier que j'ai fait, c'est donc celui de 2015. Et donc, pendant ces vlogmas, de temps en temps, j'en ressortirai un, donc 2015, 2016, 2017, pour vous faire un petit rappel quelles avaient été mes meilleures lectures lors de ces années un peu plus vieilles, voilà, pour peut-être reparler de coups de cœur un peu plus vieux. Et donc voilà, j'ai ressorti donc le premier de 2015. Vous allez voir, au début, c'était très succinct la façon dont je notais mes lectures. Donc voilà, ça faisait un truc comme ça. Et je mettais en fluo les coups de cœur. Voilà, je notais rien, je marquais vraiment juste le titre. Et donc, en cette première année 2015, on parlait hier de rythme de lecture, j'en avais lu 142. C'était un petit score au début, puis après c'est monté crescendo. Donc hier, je l'ai un petit peu feuilleté comme ça. J'ai donc regardé tous les titres que j'avais stabilotés comme ça. Et donc, je vous les ai répertoriés. Et je sais plus, je crois que j'en ai une douzaine, une quinzaine. Donc mes 12-15 plus gros coups de cœur que j'avais eu en 2015, et je me suis aperçue que 2015, et puis après je pense 2016 aussi, ça a été la rencontre avec des auteurs que j'ai surkiffé, que j'ai plus lâché après, et que j'aime beaucoup depuis. Et voilà, il y a beaucoup de ces auteurs que j'avais découverts donc cette année-là. Et donc un des premiers, voilà, c'était Peter May et l'île des chasseurs d'oiseaux, qui avait été vraiment une grosse claque. Donc c'est le tome 1 de la saga L'homme de Lewis. Voilà, j'avais adoré cette ambiance Écosse, mystère et un énorme rebondissement à la fin, je me souviens. Et c'était vraiment très très bon.
Hop. Un autre aussi, découverte, Tom Rob Smith, La Ferme. Voilà, là c'était vraiment la découverte, ce genre de roman que je lisais pas encore beaucoup à l'époque. Un peu comme ça, roman noir, psycho, légèrement psychiatrique. Oh là là, j'avais kiffé. Donc on est avec un couple âgé, je crois qu'on est en Suède ou en Norvège, je sais plus très bien. Et un jour, leur fils qui est parti, hein, qui est adulte, qui est parti, reçoit un coup de fil du papa pour lui dire, écoute, ta mère, ça va pas, on a dû l'hospitaliser, elle est à l'hôpital, ça va pas du tout, elle perd la boule et tout. Donc le fils décide d'aller retrouver ses parents. Et quand il va rendre visite à sa mère, il dit, non, non, ils m'ont forcé, c'est un piège. Les voisins, ton père et tout m'ont piégé, je devrais pas être là et tout. Donc le fils, il est un peu décontenancé, il va rester là-bas, il va mener son enquête et on va partir comme ça dans l'histoire. C'était génial, on est parti vers des thématiques que je n'attendais pas et c'était vraiment très très fort. Franchement, je me souviens une ambiance oppressante qui monte comme ça, crescendo. Alors attention, le thriller un peu comme ça, psycho-psychiatrique, c'est pas forcément du thriller où ça va à toute baltringue, ou voilà, c'est vraiment une mise en place d'une ambiance froide, oppressante, où on sent des trucs un peu chelous qui vont arriver, mais c'était vraiment surkiffant, j'allais dire. Je sais pas si ce terme existe, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. C'était surkiffant. Découverte aussi de Tim Willocks, La Religion, qui me faisait très peur. C'est un gros pavé, on est quand même au XIe siècle, dans mes souvenirs, pendant la guerre de Malte, entre chrétiens et sarrasins. Et on va suivre, je crois qu'il s'appelait Mathias, Matt ou Mathias, qui se retrouve, lui, là, c'est un peu un brigand, un marchand brigand, voilà, qui traficote un peu dans ses affaires et qui va se retrouver mêlé à ce guerre parce qu'il doit aller chercher le fils d'une gente dame qui se trouverait justement au cœur de la guerre sur l'île de Malte. Et donc lui, il va être embarqué là-dedans. Et on va partir, alors je m'y attendais pas, c'est pour ça que j'avais eu peur de pas aimer. On va se retrouver ni plus ni moins dans un espèce quand même de triangle amoureux parce que Mathias, il va à la fois tomber amoureux de cette veuve, cette jeune femme qui lui demande d'aller sauver son petit-fils et une espèce de prêtresse gitane, une jeune fille comme ça un peu simple d'esprit qui gravite autour de cette femme et dont Mathias va tomber fou amoureux aussi. Et ouais, je m'attendais pas à ce qu'on parte dans un triangle amoureux, c'était extraordinairement bien écrit, c'était passionnant, c'était palpitant. C'est vraiment, si vous aimez ces grandes sagas, aventures, je me souviens, à un moment donné, on est sur des bateaux, on est dans des châteaux, on est... Voilà, vraiment, c'était palpitant et j'avais beaucoup aimé, à ma plus grande surprise. Alors oui, fut un temps où je lisais et où je pouvais apprécier Guillaume Musso. Je crois que je suis la seule à avoir aimé ce roman. Ben parce qu'on va partir dans une drôle d'histoire. Alors, les gars, ça a presque 7 ans, donc voilà, oui, ça a 7 ans. Donc je me souviens plus, mais grosso modo, on est avec un homme ou une femme, je sais plus, qui va hériter d'un phare. On voit sur la jaquette, hein. Et dans le sous-sol de ce phare, je crois, je sais plus ce qui se passe, mais bref, il va y avoir une espèce de faille spatio-temporelle qui va lui faire... je sais plus s'il peut bouger de lieu, de temporalité, je sais plus trop. Bref, on va partir dans un trip comme ça. Mais alors, la révélation finale, moi, personnellement, parce que peut-être j'en avais pas lu encore des comme ça, elle m'avait laissé sur le cul, vraiment. Il m'avait piégé grave, Guillaume Musso. Et puis, ben voilà, quand tu te sens piégé comme ça et que tu as envie de relire le livre, eh ben, c'est que ça a marché. Et puis, voilà, alors après, ça a moins marché avec cet auteur, mais moi, là, j'avais vraiment beaucoup aimé. J'en avais été vraiment très surprise. Découverte aussi de cet auteur italien, Sandrone Dazieri, avec son super Tutura le Père, donc le tome 1 de sa saga Columbine, je sais pas comment on l'appelle, Columbine, Dante, voilà, un drôle de duo, Columbine elle est flic, Dante c'est un autiste Asperger qui est mêlé à une enquête de serial killer, un homme qui capturait les enfants, les gardait et
je sais plus ce qu'il faisait après, et Dante, justement, il avait réussi à, à échapper à ce tueur qu'on appelait le père. Et donc, il va aider Columbine parce que voilà, un enfant a été de nouveau capturé et il faut trouver cet homme. Et voilà, ils vont mener l'enquête. J'avais beaucoup, beaucoup aimé ce thriller avec serial killer qui était vraiment très bien fait avec un couple atypique. C'était vraiment super. Oui, pareil, fut une époque, c'est terminé maintenant, où j'aimais pas mal Gilles le Gardinier. Et notamment celui-là, complètement cramé. Je me souviens avoir beaucoup, beaucoup ri en lisant ce roman. Voilà, c'est l'histoire d'un homme, d'un londonien qui en peut plus de sa vie de trader. Il a la cinquantaine, je crois, et il décide de devenir, donc il va devenir homme d'entretien, majordome, homme d'entretien, dans une propriété en France, voilà, dans un espèce de manoir, une grosse propriété en France. Et parce que d'ailleurs sa femme était française, je sais plus qu'est-ce qu'elle est devenue sa femme, elle était française, donc lui il a toujours voulu retourner en France. Et donc dans ce manoir il va rencontrer la cuisinière, le jardinier, les propriétaires, je sais plus trop comment ça se passe. Et voilà, on va découvrir toute la vie autour de cet homme et c'était drôle, c'était bien foutu. Il y avait des belles émotions, je me souviens avoir eu pas mal d'émotions, de tendresse, des belles émotions d'amitié, d'amour. C'était vraiment très chouette. Honnêtement, j'avais beaucoup aimé celui-là. Après, j'avais beaucoup moins aimé les autres. Mais celui-là, ça avait fait le job. C'était vraiment très bon. Bon, voilà, hein, je crois que s'il y a pour moi un livre à retenir de cette année 2015, la grosse claque du roman de Boda, que j'ai aussi très peur de relire, toujours pareil quand t'as des grosses claques. Mais celui-là, je pense que ça le referait, honnêtement. Donc, Héloïse Gay de Bélissen. Voilà, on est tout simplement ici avec ce personnage de Boda parce que vous le savez peut-être, hein, quand Kurt Cobain s'est suicidé, il a laissé une lettre et cette lettre il avait adressée à Boda. Voilà. D'ailleurs la lettre, alors c'est un peu glauque je sais, mais cette lettre qu'il a écrite, on peut la trouver sur internet si vous voulez lire qu'est-ce qu'il a marqué. Voilà, avant de mettre fin à ses jours. Et cette lettre d'adieu qu'il laisse, il a appelé Cher Boda. Et il raconte pourquoi il fait ça, il en peut plus, etc. Et l'autrice qui a lu la lettre a dit mais putain, mais c'était qui ce Boda? Et en faisant, en faisant une petite enquête, elle s'est rendue compte qu'en fait Boda c'était l'ami imaginaire de Kurt Cobain. Normalement cet ami imaginaire, quand tu es petit, à partir de 10 ans, les amis imaginaires normalement disparaissent. Voilà, on grandit, on n'en a plus besoin, on a des vrais copains. Sauf que Kurt Cobain, qui était un garçon très solitaire, qui vivait dans une famille assez dysfonctionnelle, eh ben lui, il a gardé son ami imaginaire, Boda, il a continué à lui parler et c'est pour ça qu'il a dédié sa lettre d'adieu à Boda. Et Héloïse, elle a voulu nous parler de ça et à travers Boda, ben, elle va évidemment revenir sur la vie de Kurt Cobain, son enfance, son adolescence. On parle beaucoup de Courtney Love, on parle de sa fille et on parle évidemment de ce fameux jour, chercher à savoir peut-être pourquoi il a fait ça. Et c'était passionnant, c'était écrit... c'était magnifique, l'écriture, m'en rappelle, elle m'avait happé dès le départ et moi j'avais trouvé passionnant. Alors on va me demander est-ce qu'il faut être fan de Nirvana pour le lire? Pas forcément, pas forcément. Alors oui, c'est peut-être plus intéressant si vous êtes fan de Kurt Cobain parce que vous aurez peut-être plus d'intérêt à savoir certaines choses, mais honnêtement, je pense que ça peut le faire aussi hein, sans être méga méga fan de Nirvana et voilà, ça avait été une claque ce roman. Faut que je le relise là, je pense que je vais le relire. Alors, Dinkan, j'en avais lu avant ou pas? C'était peut-être mon premier, Chasse à mort. Voilà, j'en ai beaucoup parlé, l'histoire de cet homme qui va découvrir devant son chalet un chien, un labrador qui s'est échappé d'un laboratoire expérimental de l'armée américaine. Et ben voilà, ce labrador est infiniment intelligent. Il arrive même à communiquer avec les hommes. Je me souviens de cette scène où il communique avec les lettres d'un Scrabble. Il arrive à parler avec notre homme. Et voilà, j'avais adoré une grosse course-poursuite. Et Dean Koontz, toujours à travers ses livres. D'ailleurs, il a fait un livre sur les chiens. Euh, il a une passion pour les chiens, et notamment les labradors. Et il a carrément écrit un livre où il raconte ces histoires d'amour qu'il a eues avec les chiens, qu'il en a toujours eu un, notamment cette race de labrador. Et les chiens sont souvent dans ces romans. Chasse à mort, énormément dans Dévotion, que je dois lire d'ailleurs pendant le mois de décembre.
Et je vais le lire d'ailleurs très bientôt, j'ai envie là. Je suis en train de m'auto-hyper, je vais bientôt lire Dévotion. Donc voilà, Dean Koontz, team chien, et là, bah, c'est à fond dedans et j'avais surkiffé. Alors celui-là. Alors, il y a un gros problème avec ce livre de Marco Leno, c'est qu'il est introuvable. Je ne comprends pas ce truc des maisons d'édition. T'as un livre qui cartonne, on ne peut plus l'avoir. Mais je me permets quand même de vous en parler. Donc c'est... on voit pas très bien le titre là-haut. C'est Marco Leno. Alors est-ce que je peux pas peut-être enlever le contour? Non. Non. Bon, je peux pas enlever le contour. C'est pas grave. Ouais, c'est Marco Leno et la véritable histoire de Noël. J'avais surkiffé cette lecture. J'avais été très agréablement surprise. Par quoi? Ben, vous connaissez la personne. J'avais été très agréablement surprise par la noirceur de ce récit. Voilà, l'auteur essaie de nous raconter comment ce petit Nicolas, avec ce qu'il a vécu dans son enfance, il est devenu le fameux Père Noël. Et ce qu'il a vécu dans son enfance, comment vous dire, Princesse Sarah et Rémi sans famille peuvent aller se coucher, hein, parce que franchement, c'était atroce. Non, mais c'était vraiment atroce. Et c'était d'une tristesse, d'une... J'ai fini un petit peu en dépression quand même à la fin de ce roman, alors qu'on croirait pas, hein, on croirait partir dans un truc choupinou. Et quoique la couve fait un peu déjà penser un petit peu à Charles Dickens. On est un peu comme ça, hein, dans l'orphelin, le petit lord. Voilà, on est un peu dans un truc comme ça. Vraiment très triste. Voilà, vraiment très triste. Assez noir, je m'attendais pas à ça. J'ai été bouleversée par cette histoire et voilà, malheureusement, je vous dis, on ne le trouve plus. On le trouve en e-book. Moi, je l'avais lu en e-book, donc lisez-le là. S'il y a vraiment une période, honnêtement, où il faut lire ce bouquin, c'est maintenant là. Et waouh, moi, il m'avait vraiment bluffé. On continue avec cette année 2015 qui avait été aussi la découverte de cette autrice Marie Neusser, Prendre Lily, ce thriller très original qui a la particularité, les enquêteurs trouvent immédiatement qui est le tueur, ils en sont sûrs, mais ils n'arrivent à trouver absolument aucun indice je trouve plus le mot, aucun truc pour le culpabiliser. Et donc pendant tout le roman, ils vont essayer de le choper et c'était très intéressant et j'ai surkiffé, j'ai vraiment adoré. Et voilà, 2015 aura été surtout ma découverte de la fameuse Lisa Garner, qui est dorénavant une autrice chouchou. D'ailleurs, son prochain sort en janvier, où on retrouve d'ailleurs Didi Warren. Mais c'est pas elle dans Dernier Adieu. Voilà, je ne reparlerai pas encore du Burgerman. Mais voilà, ces Derniers Adieux, c'est vraiment un thriller avec serial killer qui m'aura vraiment le plus marqué parce que dans celui-ci, elle n'insiste pas forcément. Alors, si elle insiste un peu sur le tueur, parce que moi, ça m'a marqué ce truc du Burgerman, mais elle insiste surtout beaucoup sur les victimes. Voilà, Lisa Garner, elle s'intéresse beaucoup à la victimologie. J'ai très compris ça rapidement avec elle et j'ai très immédiatement surkiffé. J'ai adhéré direct à ce que proposait Lisa Garner et à ce jour, Derniers Adieux reste mon meilleur. Voilà, c'était le premier, ça a été pour moi le meilleur, avec peut-être kiff avec Lumière Noire, que j'ai aussi surkiffé. Il y en a eu des découvertes en cette année 2015. Voilà, Franck Bouys, Grossir le ciel, énorme claque, énorme découverte du roman noir rural. Je ne connaissais pas, ça a été une claque. Pareil, je ne vais pas en reparler, je vous en ai beaucoup parlé. Voilà, énorme claque. Celui-là, tiens, du Posta, j'avais aussi beaucoup aimé L'homme des morts de Zito. Voilà, il y a eu un virus qui transforme les gens en zombies. Voilà, on est dans du classique zombie. L'Amérique est coupée en deux. Tout l'Ouest est envahi par les zombies. Tout l'Est a réussi à rester neutre. Et on va suivre un homme qui, son boulot, c'est de partir en zone infectée par les zombies parce que
les vivants de la côte Est lui demandent d'aller récupérer des objets. Par exemple, je me rappelle, le roman commence où un homme lui demande d'aller en zone infectée parce que sa femme s'est transformée en zombie et il voudrait être sûr, en fait, il voudrait la tuer. Voilà, il veut plus qu'elle reste zombie, il veut la tuer. Et pour preuve, il veut que l'homme lui ramène son alliance. Donc voilà, il fait des missions comme ça jusqu'au jour où l'armée va lui demander de partir pour une plus grosse mission. Une mission très importante qui pourrait amener un remède à ce virus. Donc voilà, j'avais surkiffé ce post-là dont on entend peu parler. C'est un one-shot. C'est très rare aussi, donc n'hésitez pas. C'était génial. Ah ouais, j'avais aimé aussi ça. J'avais très surprise. La couleur des sentiments. Catherine Stockett, je vais pas non plus vous faire le résumé. Je pense que vous connaissez tous. Hein. On est dans les années 50, je crois. Pendant là, il y a encore une énorme ségrégation. Et on va suivre ces femmes noires américaines qui servaient de nounou et de femmes de ménage pour les familles blanches. Et c'est bien, je trouve, de parler de cette communauté-là. C'était très intéressant, c'est très émouvant et j'avais surkiffé. Très bonne surprise. Est-ce qu'on a fini? Non, on termine avec Des Fauves et des Hommes, Patrick Graham, que j'avais moi découvert avec Retour à Rédemption, mais Des Fauves et des Hommes, c'était aussi excellent. Un road movie comme ça, avec un homme, on est pareil dans les années 50, avec ce jeune noir américain qui va sauver une jeune adolescente blanche. Et parce qu'elle, elle vit dans une famille complètement dysfonctionnelle et ils vont partir comme ça sur les routes américaines. C'était absolument génial. C'était absolument génial. Je vous le conseille fortement. Donc voilà, on est arrivé, 1, 2, 3, oui, je crois qu'on a tout vu. On est arrivé à la fin. Et bien voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous avez aimé ça, que je vous fasse comme ça un petit bilan de mes meilleures lectures. Et donc très prochainement, dans 3-4 Vlogmas, on partira dans mon carnet 2016. Voilà, moi j'en ai fini pour aujourd'hui. Peut-être un dernier petit rappel. Rappelez-vous, on est en train de lire donc Le Bal des Louves, Mireille Calmel, en lecture commune pendant tout le mois de décembre. N'hésitez pas si vous voulez nous rejoindre. Ça se passe uniquement sur Insta. Il faut venir me voir sur Insta en m'envoyant un MP en me disant Sève, j'aimerais rejoindre la LC. Et bim, je vous emmène j'ai créé des groupes Insta et je vous amène dans le groupe et voilà, on papote avec les copains. Beaucoup l'ont déjà commencé. Moi, pour ma part, je le commence lundi, justement, pendant le Redo et demi de lundi prochain, de 20h30 à 23h, je commencerai Mireille Calmel. Si ça vous dit de le commencer avec moi, ce sera lundi soir pendant le Redo et demi sur Twitch. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Et donc, il est temps pour moi de vous laisser. J'avais dit que je ne dépasserais pas la demi-heure. On est juste. Donc voilà, je vous laisse. Donc moi, je vais passer ma journée au Venezuela avec Tepuy. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée du 3 décembre. Et donc, on se retrouve demain pour le Vlogmas numéro 4. Alors, il sera un peu plus tard. Voilà, sachez que les samedis et les dimanches, moi, je me repose. En plus, le samedi, le matin, c'est journée des grosses courses alimentaires. Du coup, je pense que vous aurez le Vlogmas de demain dans l'après-midi. Voilà, je vous tourne, je pense, vers 13h30, 14h. Donc, je pense que vous aurez le Vlogmas de demain vers 15h. Voilà, parce que la personne veut se reposer un peu parfois aussi le matin. Voilà, sur ce, je vous laisse. Excellente journée. Je vous souhaite déjà un bon week-end. Hein. On est vendredi, on peut déjà se souhaiter un bon week-end. Et donc, à demain. Bye bye.